Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle édition du Club de la Presse avec 4 chroniqueurs. Claude Benet, journaliste essayiste, bonsoir. Bonsoir Claude. Jérôme, bonsoir à tous. À vos côtés, Vianney Huguenot, bonsoir Vianney. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Mademoiselle TV France Bleu, vous avez de jolies lunettes, elles sont nouvelles ? C'est une de mes 3 paires. Voilà, très bien, on ne dira pas la marque Chin Chin ou autre chose. Frédéric Schnur en face de tout Mais quel père. Et Olivier Jarry, le Républicain Lorrain, bonsoir Olivier. Ça nous fait plaisir de vous revoir, car vous venez rarement, et ça me fait plaisir de vous revoir. Je soigne mes apparitions. Oui, c'est ça. Tout de suite, un Club de la Presse, vous allez le voir, gourmand et très terroir, mais d'abord les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs. Et on va commencer par un coup de cœur qui m'a surpris. Claude, c'est le vôtre, parce que franchement, je m'attendais à tout, mais me faire un coup de cœur sur la piste cyclable de l'avenue Foch à Metz, mais il faut y reprendre à plusieurs fois. Il faut surprendre dans la vie, il faut se méfier surtout des stéréotypes qu'on veut bien coller quelquefois un peu facilement sur le dos, sur le front des gens. Non, je trouve que cette initiative est très, très bien, parce qu'elle apporte un plus, elle n'enlève rien. Et elle apporte un plus. On ne touche pas aux grands arbres qui sont le long de l'avenue Foch, on ne touche pas aux places de parking apparemment, donc très bien. Et on profite d'un espace qui était occupé par des jardins, quelquefois squatté aussi par des personnages un peu drôles, pour en faire une piste cyclable. Moi je trouve ça très très bien, il faut continuer à favoriser la mixité mobile, comme on dit, et donc je pense que cette initiative, pour une fois, est quelque chose qui va dans le bon sens. Je ne suis pas un cycliste professionnel, pour autant, je comprends, et surtout je constate que de plus en plus de gens utilisent ce moyen de locomotion, et donc qu'on leur fasse une place dans la cité, au milieu de la ville, en toute sécurité, je trouve ça encore une fois une bonne initiative, et je m'en réjouis. Je vous vois faire un peu la moue. Oui, je suis d'accord avec Claude, encore que je n'ai pas vu la piste cyclable en question. Donc, mais puisqu'on va avoir de plus en plus de cyclistes dans nos villes, autant le dire maintenant, il serait quand même bien que les cyclistes maintenant respectent un peu mieux le code de la route. Dans les villes, c'est un vrai problème. Moi, je suis piéton, cycliste, automobiliste, j'alterne, et il y a un vrai problème avec des cyclistes qui deviennent extrêmement dangereux en ville, et ainsi que des propriétaires de trottinettes électriques. Visiblement, vous avez vu, c'était dans la presse cette semaine, je crois dans votre journal préféré, une trottinette électrique contrôlée à 99 km/h. Incroyable. C'est incroyable ça quand même. Non, pas le progrès. Ouais. Voilà. Après, je rebondis. Alors sur les vélos, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre un petit peu Jean-Marie Roche en 2007 qui disait je veux pas de cyclistes. Sur le plateau piéton parce qu'ils vont renverser les gens. Ouais. Et en fait, il y a eu des cyclistes sur le plateau piéton et ça fait 10 ans qu'on demande s'il y a des accidents, des collisions. Et en fait, la police municipale nous dit bah non, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est une impression. Effectivement, on a des cyclistes qui vont vite et notamment, on va pas se mentir, des livreurs qui sont un peu payés à la course. Donc à partir d'une certaine heure, ils tracent. Cela dit, considérer que le cycliste par nature, il est un peu dangereux. Je trouve ça un peu expéditif. Alors, il n'est pas dangereux par nature. Ce qui serait bien, c'est que dans nos régions où la nuit tombe tôt et il fait gris relativement souvent, je ne veux pas qu'il y ait de clichés, il serait bien aussi que le cycliste s'habille de façon à être visible. Parce que combien de fois on voit du noir sur noir sur noir sur noir avec même pas un petit bout de lumière et de choses fluorescentes. Et je rentre tard et souvent, c'est ça le danger en fait. Qu'il soit à 2 roues, c'est pas un problème. Le danger, c'est qu'il soit visible surtout. C'est-à-dire que sur votre portière, vous avez peint le nombre de cyclistes. Non, pas du tout. C'est incroyable comme on ne peut pas toucher aux cyclistes dans cette société. Non, mais voilà. Je dis des choses que j'ai constatées, mon cher Olivier, et alors c'est un crime de critiquer mais les cyclistes. Je dis ça juste parce qu'on est vite dans l'exagération. Je reviens juste sur l'avenue Foch. Moi, j'ai assisté à la réunion publique où ils présentaient. C'est très bien d'avoir un grand tracé en plein milieu, sauf que la plupart des associations cyclistes le disent, s'il n'y a pas de jonction avec ce qu'il y a à droite et à gauche, il faut bien comprendre aussi que quand on est à un bout de l'avenue Foch, on va arriver sur la place Mondon, et là quand on est cycliste, on sait pas ce qu'on devient. On pose le pied. Donc en fait, c'est très bien d'avoir des grands bouts comme ça, mais en fait, il faut que ça soit un vrai cycliste, il faut que ça soit une ville vraiment agréable aux cyclistes. Traitons toujours de la mobilité avec vous, puisque c'est un coup de gueule, mais aussi coup de cœur.
pour ces réunions publiques à propos de la ligne 3 du Métis. Oui, c'est parti. Les réunions publiques commencent à s'enchaîner. Il y en a eu une à Marly, il y en a une à Montigny, il y en a encore une à Metz. Et ce n'est que le début. C'est à la fois coup de cœur et coup de gueule parce que j'ai assisté à celle de Montigny qui a eu lieu là. On a quand même déjà une organisation de réunions publiques qui ne sont pas obligatoires. Donc ça veut bien dire que l'idée c'est d'aller rapatrier un petit peu des avis, des points de particuliers à connaître au niveau des ingénieurs qui sont en train de travailler sur les projets pour pouvoir intégrer, tant que faire se peut en tout cas, certaines logiques qui sont les logiques de la vie courante de ces quartiers. Donc c'est plutôt une bonne chose. Coup de gueule parce que d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a une partie du public en fait qui s'intéresse à sa petite habitude du quotidien et ce quotidien ne peut pas être modifié. Alors on voudrait moins de voitures, mais on veut de la place pour la sienne. On voudrait moins de voitures, mais quelque part on veut pouvoir utiliser la sienne. Donc en fait c'est ce paradoxe qui fait que quand on parle des vélos, et ça a été le cas, c'est plutôt les huées, et que quand on parle des voitures, c'est plutôt les applaudissements. Une ville ça change, une cité ça change. D'ailleurs les gens demandent à ce que ça change parce que c'est certainement pas parfait la situation actuelle. Donc c'est dommage de pas apporter de la contribution plutôt que de juste dire il faut surtout pas que ça bouge, mais ce qu'on a c'est de la merde. Donc à un moment ou un autre, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Le dernier élément du coup de cœur, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont venus pour être constructifs, à la fois des gens qui font du vélo et qui sont venus dire faites attention, parce que ça va déporter, etc. C'était très très pointu, et d'autres personnes qui sont venues défendre tout simplement, ils ont une voiture, et ils disent ok j'ai une voiture, mais malgré tout il faut que ça change, il faut qu'on évolue vers une cité et un transport en commun qui soit... Rapidement, Claude. Oui, mais parce que tout ça est tellement français, en fait, je veux dire. Et puis, je repense simplement, là, très rapidement, au boulevard de Strasbourg, là, après le Gouès, etc. Bon, vous avez vu, au début, quand on a mis le Métis sur cet axe, il n'y a plus de place pour les voitures, on ne pourra plus s'arrêter, etc. Aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien, la satisfaction générale. Donc, c'est des fameux... Mais c'est sûr, ces rencontres-là, où on est à la recherche de l'intérêt général, il n'y a rien de plus difficile à atteindre que la primauté de l'intérêt général. Et non, ça c'est nous, c'est notre peuple, nous sommes comme ça. Ce sont les fameux projets Puma, comme le dit le président Biden, projets utiles mais ailleurs. Voilà c'est ça. Les Américains disent not in my backyard, pas dans mon jardin. Voilà. Une ville ça change, une ville ça bouge, et c'est justement votre sujet puisque vous allez nous parler de la colonne de Merten. Alain Decaux raconte l'histoire de la colonne de Merten à travers les âges. Oui, c'est mon petit coup de cœur, c'est que je me dis que en fait la colonne de Merten, donc elle va progresser de 10 mètres vers la lumière, vers la place de la République. Et écoutez, une fois tous les 32 ans, c'est pas mal. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette colonne de Merten, c'est que elle est un point de rassemblement pour toutes les manifs. Dès que vous avez un tract à distribuer, c'est là. C'est le point de rassemblement dès que vous avez un touriste. Et une famille qui est perdue en ville, vous dites ça c'est le point de rendez-vous. Mais ce que j'adore là-dedans, c'est deux choses sur cette colonne de Merten. 90% des gens ne savent pas ce qu'elle représente, en fait. Ils n'ont aucune idée. On fait un test, par exemple. Est-ce que vous savez quelle est la créature qui est au pied du dieu romain qui est tout en haut? C'est un corps d'homme avec une queue de serpent. Oui, et comment on l'appelle? Un Merten. Je ne sais pas. Eh bien, c'est un ogipède. Voilà. Très bien. C'est un point. Je le mettrai dans mon dictionnaire personnel. Et Jupiter est au sommet. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça permet de parler de Merten, alors que... C'est un petit village. 80% des Messins ne savent pas où est Merten sur la carte, alors que c'est très joli. On l'a trouvé en 214 morceaux précisément. Oui, c'est ça. Et, voilà. Et donc, du coup, on remercie... le type qui avait la colle UU de l'époque, qui a tout refait. Troisièmement, je veux dire, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette symbolique de la colonne de Merten, c'est que c'est une histoire romaine où les Romains l'ont mis là pour délimiter leur parcours et leurs frontières. Et finalement, 2000 ans plus tard, on a gardé la même manie de coller des colonnes au bord de son territoire, puisque regardez tous les propriétaires de maisons qui ont des lions devant leur portail pour marquer leur territoire. Rappelez-nous le nom de l'animal, de l'humain avec... L'angipède. Très bien, merci. Voilà. C'était le coup de cœur donc de notre invité Olivier Jarige. Et vous avez un coup de gueule, Vianney? Oui, contre les cyclistes. Non. Non, mais je suis cycliste. Ils sont terribles. Non, coup de gueule, alors j'en ai oublié. Politique. Coup de gueule politique. Oui, politique. LFI RN. J'ai assisté à l'échange hier entre Aurore Berger, qui déposait une proposition de loi sur l'automaticité de l'inéligibilité, c'est difficile à dire, en cas de violence conjugale. Sur le fond, je suis plutôt en désaccord, mais là n'est pas la question. L'échange était choquant. Elle avait face à elle Daniel Obono de LFI, elle avait un député du
du RN, et puis elle était là, elle défendait son beefsteak, si je puis dire. Elle a fini en larmes. Et elle a fini en larmes, elle a expliqué que la question des violences conjugales, elle savait ce que c'était, etc. Et que ce soit Daniel Obono, le député du RN, qu'on ne voyait pas à l'écran, donc je ne sais pas son nom, mais c'était vraiment totalement indigne. Et je trouve qu'on avait le sentiment, en regardant, que LFI et RN se renvoyaient la balle. Et je trouve que LFI joue vraiment avec le feu en ce moment. Moi, j'ai toujours fait le distinguo, depuis toujours, entre extrême droite et extrême gauche. Parce que dans l'histoire, ils n'ont pas le même rapport avec la République, ils n'ont pas le même rapport avec la question de la race. Mais là, aujourd'hui, très clairement, LFI joue avec le feu, et on sent vraiment qu'elle devient presque un allié objectif de l'extrême droite. Et c'était hier un pas supplémentaire, j'allais dire, dans cette démarche-là. C'était plutôt choquant. Ce sera le coup de gueule de Vianney Huguenot. Vous avez été extrêmement bavards, messieurs, donc nous allons passer tout de suite au premier thème du club. Il a fermé ses portes le week-end dernier sur presque un mouvement de foule. C'est le salon de l'agriculture, le salon international de l'agriculture. Est-ce que vous avez été surpris d'ailleurs qu'on refuse du monde comme ça, Olivier Jarige, au salon de l'agriculture le dernier week-end? On a vu des images qu'on n'imaginait pas voir à la porte de Versailles. Je ne suis pas surpris, je pense qu'il y a toujours une curiosité de l'urbain pour voir des vaches, des moutons, tout ça, etc. Surtout dans un cadre intéressant où c'est un cadre cosy et en ville. Par contre, c'est le même urbain qui, le week-end, quand il s'installe dans sa résidence secondaire, va râler contre les vaches qui font du bruit et les cloches. Mais bon, c'est pas grave. C'était un bon cru pour vous, pour les Mosellans, ou pour les Lorrains de manière générale, d'après les salon. J'ai eu, oui, c'était un bon cru. Vous qui aimez par exemple les vins de Moselle, 6 médailles cette année. Oui, c'est formidable. 6 médailles. Mais moi, j'attends pas le salon pour les boire. Je vais sur place. Non, mais je trouve que c'était vraiment un beau cru, oui. Je viens de le dire parce que, oui, c'est pas pour être désagréable, mais pour la première fois cette année, on a quand même posé le problème de la surconsommation des visiteurs au sein de ce salon de l'agriculture, et notamment une surconsommation en alcool, en vin essentiellement. Tant et si bien que certains exposants et certains organisateurs ont dû un peu freiner les choses. Ça veut dire que le salon, il a plein de vertus naturellement, et on est tous d'accord là-dessus. Il remporte chaque année un très grand succès, ce qui est très bien. Mais il y a aussi une petite part d'ombre dans cette grande réunion. Voilà. Pour la première fois, visiblement, oui, il y a eu quelques débordements dans les allées. Vous vouliez intervenir, Vianney? Mais moi, je pense qu'il y a malgré tout le bien qu'on peut dire de ce salon de l'agriculture, je pense qu'il est un peu à la croisée des chemins, quand même. Faut pas oublier d'où il vient. Il vient des comices agricoles. En 64, quand il est créé, c'est les comices agricoles. On décide de faire un énorme show à Paris pour les Parisiens qui, à l'époque, ne voyagent pas autant qu'aujourd'hui. L'époque a changé. Et puis, je crois qu'il est un peu à contre-courant. Il devient un peu à contre-courant parce que cet immense et presque monstrueux supermarché de la bonne bouffe, des bons produits, c'est très bien. Mais je veux dire, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas retourner en région, refaire des salons régionaux? Moi, je trouve que c'est très bien, mais il y a un moment, il faut se poser des questions parce qu'il me semble que ce n'est peut-être plus autant adapté à notre époque. Là, on voit quelques images du pavillon mosellan qui avait d'ailleurs doublé de taille cette année. Je ne sais pas si vous aviez fait le chemin vers Paris cette année. Frédéric, vous souhaitiez intervenir? Je prendrais l'angle de la Moselle et de la Lorraine en général par rapport à ce salon, au sens où c'est un objet très particulier qui, comme tous les objets de cet ordre-là, ont du mal à la fois à se réinventer. C'est une espèce de navire. En même temps, on devrait le faire, mais comment? Peut-être en limitant l'alcool et puis peut-être aussi en devenant un petit peu plus éco-responsable. Je ne connais pas le degré et la capacité, mais enfin bon. Tout de même, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que ici, ça fait quelques années que la Moselle est présente, mais que cette année, elle a décidé d'ouvrir plus grand la fenêtre vers son territoire sur ce genre de lieu qui voit brasser des centaines de milliers de personnes. Et je pense que le coup est intéressant parce que il symbolise une stratégie qui est voulue par le conseil départemental de la Moselle, qui est d'afficher plus clairement une fierté, une ambition de la Moselle. Et l'expression de doubler une surface, c'est pas forcément doubler un budget, d'obtenir ces médailles pour le vin, d'avoir ces artisans qui sortent et qui viennent montrer les savoir-faire, c'est aussi dire finalement la Moselle c'est pas un truc, c'est un beau département, c'est une belle région entre guillemets si on l'utilise sous ce vocable-là. Donc je pense que c'est sur l'angle économique
sur l'angle de l'attractivité touristique, sur l'angle de l'image globale, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir ce genre d'objet pour aller y communiquer. Il y avait justement 15 producteurs sur un espace qui était dédié évidemment à la production artisanale et agricole, mais aussi un espace un peu plus ouvert sur la destination. C'est un peu ça le mélange aussi qui a été choisi par la Moselle. C'est pour vous, Olivier, c'est ça l'objectif du salon, c'est aussi de faire connaître des artisans qui n'auraient peut-être pas les moyens, sans doute pas les moyens de se payer même un tout petit bout de stand, quelques mètres carrés. Alors oui, c'est clair que c'est une vitrine et c'est clair que le département est dans ce rôle de tirer tout le monde vers Paris et vers des nouveaux débouchés. Après, ce que je trouve intéressant dans cette affaire-là, c'est aussi parce que c'est une manière aussi de montrer que le monde agricole évolue, et même le monde agricole évolue souvent plus vite que ce qu'on imagine et que l'image qu'on veut en avoir. C'est-à-dire qu'il suffit, nous, alors je fais de la pub interne, mais voilà, il suffit de regarder, par exemple, nous, une fois par an, on a les trophées de l'agriculture, grande soirée où on récompense toutes les innovations dans le monde agricole, et on se rend compte de deux choses. Un, les agriculteurs, ils sont un peu comme toutes les professions, dès qu'on met en place des classements, des trophées, tout ça, etc., ils jouent le jeu, ils aiment contents, ils aiment bien, et on a même des agriculteurs qui disent « moi aussi je veux un trophée, parce que regardez, moi aussi j'ai fait des trucs bien ». Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on a du succès là-dessus, et qu'on correspond à une demande. Et deux, surtout quand on regarde le résultat, on se rend compte que les agriculteurs de Moselle, ils sont capables d'innover dans tous les domaines, que ce soit technique ou dans la manière d'être par rapport à leur public et même dans leur offre. On a vu notamment on le voit bien de toute façon en termes d'agriculture, tous ceux qui restent dans leur compartiment, et notamment soit l'élevage laitier, soit vraiment la céréale, ceux qui restent vraiment dans leur compartiment, ce sont ceux qui ont le plus de difficultés. Dès que vous commencez à vous diversifier et à jouer sur le circuit court, vous avez plus de chances de vous en sortir. Évidemment, on a mis en avant les producteurs, et il y avait aussi l'élevage, il y avait les grandes cultures, puis il y avait aussi ce grand dossier qui s'appelle Moselaine, je crois, du côté de Battaville, avec la laine de mouton, pour en faire notamment des isolations pour le bâtiment. Donc il y a de l'innovation, même derrière des choses qui paraissent très artisanales au départ. Je me retourne vers vous encore une dernière fois, parce qu'on a oublié de le dire, vous avez été intronisé, alors je ne sais pas comment dit-on, andouille en chef du Val d'Ajol, comment on dit ? Du Val d'Ajol. Oui. L'andouille du Val d'Ajol. Je suis une andouille du Val d'Ajol. Oui, c'est une confrérie. Mais d'ailleurs, les confréries sont très très nombreuses en France et en Europe, et c'est vraiment des milieux extrêmement vivants. Et comme on disait pour les agriculteurs, les producteurs qui innovent énormément, ce sont aussi des lieux qui bougent beaucoup, qui se modernisent et qui restent très très accueillants. Moi, j'étais très heureux d'être. Tastandouille. Et on salue notre confrère d'un peu plus au sud, Jérôme Prodhomme, qui est lui une andouille parmi les andouilles. Qui est une andouille aussi. Oui, c'est ça. Le dessin de l'Indingre sur le salon de l'agriculture qui rejoint un peu ce que disait Claude. L'un des personnages dit 16 € l'entrée et on mange pour 3 jours. Et en face, on lui répond vive le panier anti-inflation. Voilà, ça c'était l'œil piquant de l'Indingre. De suite, le deuxième sujet qui est aussi gourmand, vous allez le voir. Vous avez été extrêmement bavard, messieurs, à la fois sur les coups de cœur, les coups de gueule et sur le salon de l'agriculture. Nous allons parler du guide Michelin, le guide rouge qui est sorti, qui a été présenté en début de semaine, c'était en Alsace. Je propose qu'on voit la photo de deux chefs, Bruno Poiré et puis Loïc Villemain. L'un c'est chez Michel et l'autre c'est Toya. Et là c'est avant de rentrer dans la salle et avant de savoir ce qui va se passer. On voit quand même que Bruno Poiré est un tout petit peu tendu sur ce selfie et quelques instants plus tard, il a posté, enfin plutôt quand il est rentré chez lui, chez Michel à Languimbert, on va voir la photo. Alors il y a un petit rictus, il est content. Aujourd'hui, est-ce que vous prêtez attention au classement? Quand on lit justement, le Républicain Lorrain aussi a fait une double page sur le sujet, on a le sentiment que c'est important, mais que finalement on peut s'en passer. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est exactement ce qui était dit sur le salon de l'agriculture, c'est-à-dire c'est une belle institution, comme toutes les belles institutions, ça finit par prendre la poussière, et donc du coup il faut réfléchir à ce que c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, il est clair qu'on a une demande en termes de gastronomie de gens qui disent en fait ça ne m'intéresse pas tant que ça d'aller dans les étoilés. Alors vous avez toujours une proportion de gens qui disent moi l'étoilé c'est important parce que ça permet de goûter des nouveaux produits, de participer à la gastronomie française et surtout d'avoir du prestige social en rentrant pour pouvoir le raconter. Donc ça fait partie du monde des apparences, tout ça, etc. Regardez, je suis allé à l'étoilé. Mais au fond,
La grande question, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande pour une autre cuisine, et les chefs étoilés et non étoilés et les autres sont à l'image de ce qu'on retrouve ailleurs, c'est-à-dire des gens qui disent mais attendez, finalement faire 100 heures par semaine pour gratter une étoile juste pour toucher une autre clientèle, ça m'intéresse plus. On va quand même, quelques instants, Claude, si vous le permettez, j'aimerais qu'on voit que nous avons comment dire, pas stagné, mais nous avons maintenu le nombre d'étoilés, puisqu'il y avait quand même une grande crainte. Depuis quelques années, la Lorraine et la Moselle perdaient des étoiles. On va voir les 5 étoilés qui sont encore ici en Moselle. Vous les voyez, il y a l'Auberge Saint-Walfried, l'Arnsbourg, le Quai des Saveurs, la Toya ou Toya, et puis chez Michel, le plus ancien, c'est le Saint-Walfried, 1997. Il y a eu une petite perte d'étoiles en 93, je crois. Le papa avait eu son étoile en 77, donc c'est sans doute le plus ancien, Stéphane Schneider. Claude. Oui, je voulais dire, bon, il n'y a pas 100 heures de travail. Oui, je veux dire, une étoile, c'est quand même une augmentation sur le prix du menu de 30%. Donc c'est quand même pas mal. Oui, mais parce qu'il faut financer maître d'hôtel, n'a pas de prix, etc. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de considérer que les chefs qui se plaignent de la pression qu'ils subissent pour avoir une étoile, 2 étoiles, etc. Ils pratiquent des tarifs en proportion de leurs efforts. C'est un métier extrêmement difficile qui demande sans doute beaucoup de consistance. Il faut résister à la pression. Mais enfin, dans l'ensemble, ils n'ont pas à se plaindre. Moi, je suis effaré par les prix qu'il faut débourser pour quand on entre dans un restaurant étoilé. Enfin, quelquefois, dans les 3 étoiles, essentiellement, ça dépasse l'entendement. Et je ne parle pas des vins qui accompagnent ces mets. Par conséquent, il y a un double problème. Les gens, on ne peut pas en même temps, quand on est chef prestigieux, dire oh, je ne supporte plus la pression, c'est trop dur, etc. Et puis vendre une entrée, un plat à 140 ou 170 €. Donc voilà, il faut regarder tout ça de près. En même temps, je considère moi personnellement que le guide Michelin est un outil très très utile quand on se déplace dans ce pays. Quand on a aussi un petit peu les moyens de le faire, d'en profiter, je pense que c'est quand même, on n'a jamais de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise, mais bon. Les guides du Michelin travaillent de manière extrêmement sérieuse et on est rarement déçu quand on va dans un restaurant qui a eu la reconnaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Fred ? Oui, alors je suis à la fois d'accord et en même temps je regarde ça de façon un petit peu différente. En fait, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir de Ferrari. Ces gens innovent en permanence. Tout le monde peut aller au moins une fois dans un restaurant étoilé. Oui, non, mais d'accord. Mais alors, si j'avais bien quelque chose que je ferais une fois à emmener des gens dans un restaurant étoilé, ce serait des jeunes, pour qu'ils voient ce que c'est que l'excellence et que ça leur donne envie de devenir cuistot ou de voir un service taillé au carré. Oui, là, j'emmènerais des jeunes manger dans un étoilé, avec peut-être une cuisine un peu adaptée, parce que c'est quand même des choses qui sont des fois assez pointues. Moi, je vois ça comme le fer de lance aussi de l'image de la France, cette excellence. C'est le message qu'a fait Emmanuel Macron, c'est vous qui lui avez écrit son... Bien sûr, c'est moi qui écris tous les textes de Macron, enfin de tous d'ailleurs, comme ça je suis tranquille, et c'est cohérent. Non, c'est-à-dire qu'on a ceux-là qui vont chercher l'exception, qui sont des passionnés à un moment et fatigués de cette passion à d'autres, parce que c'est vrai que c'est épuisant, et en même temps c'est le prestige, et en même temps c'est le nom, et en même temps c'est des maisons qu'on transmet, il y a peut-être des familiales, etc. Et de l'autre côté, il y a l'immense majorité de non étoilés, où on mange très bien, et qui ne vont pas le chercher, mais qui sont reconnus dans d'autres types de guides qui nous amènent découvrir derrière dans une petite rue des choses et qui ont la même passion finalement. C'est juste qu'effectivement, l'entrée à 170 balles. Loïc Villemain, Toya, Folkemont, j'aimerais qu'on entende quand même, parce qu'on est bientôt à la fin. Pour compléter ce que vient de dire Frédéric. Il y a le Michelin, et puis il y a eu dans la foulée du Michelin un certain nombre, le Goemio, etc., qui visait un autre type de restauration. Donc quelque part, le Michelin a eu cette vertu. Voilà. Allez, un mot pour terminer malheureusement avec vous, Vianney. Je suis sûr que vous allez nous dire que la France regorge de petits bistrots sans que ce soit péjoratif, où on peut très bien manger. Avec une très bonne gastronomie. Mais c'est vrai que les outils pour constater quelle est la gastronomie, la bonne gastronomie française, qu'elle soit d'excellence comme on trouve chez les étoilés, ou qu'elle soit de très bonne qualité comme on peut voir dans une brasserie ou un bistrot, on a ces médias se
sont extrêmement multipliées, ce qui a un peu ringardisé le Michelin, quelque part. Et puis les émissions de télévision, il y en a une ici très populaires qui sont apparues depuis 20 ans, il y en a partout. Donc je trouve que finalement le consommateur a une gamme beaucoup plus large qu'avant, et je trouve que c'est très bien. Et pour compléter ce que disait Fred, moi je discutais récemment avec un étoilé qui disait ce qui est formidable quand même chez nous, et ça il faut le signaler, c'est que oui, il y a les gens blindés qui ont du pognon et qui viennent, mais il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de familles qui mettent de côté, qui se le payent entre guillemets, et voilà, qui se le payent, c'est une fête, on vient chez un étoilé. Voilà. Nous allons conclure sur un petit coup du sort ou une ironie de l'histoire, puisque quand même il faudrait rendre hommage à quelqu'un qui a couru après la deuxième étoile ici pendant 15 ans. C'est Christophe Dufossé qui, au bout de 2 ans seulement, en décroche 2. Il en avait déjà une au château de Beaulieu qu'il a racheté avec son épouse dans les Hauts-de-France. Voilà, c'était quand même quelqu'un mosellan bien établi qui a beaucoup travaillé et qui donc vient de décrocher sa deuxième étoile. On voit le dessin de l'Indingre. Là aussi, ça rejoint un peu les nouvelles technologies. Vous savez, moi, le Michelin, depuis le GPS, ça n'intéresse plus personne, dit l'Indingre, qui, c'est son moment de publicité, sort un ouvrage qui s'appelle Mon pire client. Mon pire client. Alors c'est intéressant puisque tout à l'heure Olivier Jarige nous a donné un nom que vous allez pouvoir inscrire dans votre petit lexique. Et là donc dans le document presse, on nous dit qu'il s'agit d'un miscellané, quelque chose que je n'avais plus entendu ni lu depuis de très nombreuses années. Et donc vous pourrez enrichir votre vocabulaire grâce à l'Indingre. Si je puis me permettre, l'Indingre, il faut changer la photo du communiqué de presse parce que là, elle date un peu, ça fait quand même un peu jeune homme. Voilà, c'était juste entre nous. Allez, la citation, je vous la fais découvrir, faire apparaître la citation ici maintenant. De toutes les qualités de cuisinier, la plus indispensable, c'est l'exactitude. Et c'est quelqu'un qui a été un grand gastronome, qui a donné nom à un fromage. À vous caler. Ah ouais. C'est Brillat-Savarin. Ah oui, Brillat-Savarin. Comment ? Vous le saviez. Brillat-Savarin, donc qui a donné son nom à un fromage et qui était un fin gastronome. Voilà. Merci en tous les cas d'avoir participé au Club de la Presse. Vianney, cette semaine, vous nous proposez une émission sur Mode spéciale sur les femmes oubliées de l'histoire. Oubliées de l'histoire, une quinzaine de femmes complètement sorties des récits d'histoire, avec des rencontres, 9 invités dans cette émission, dont l'historienne que je veux signaler, Frédéric Naud-Dufour. Eh bien, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt cette semaine sur Moselle TV. Merci à toutes et à tous, à la semaine prochaine.